Dans la séquence qui va suivre, nous allons voir ce que sont les guidelines ou recommandations internationales. Alors, que sont les guidelines? Il s'agit de lignes directrices de prise en charge qui sont normalement édictées par des instances nationales ou internationales. En Europe, les plus connus sont les NICE Guidelines, édictées au Royaume-Uni, et puis en Amérique du Nord, c'est les CADRA, qui sont écrits essentiellement par des professionnels travaillant au Canada. La philosophie générale des guidelines, c'est d'offrir aux professionnels de la santé des lignes de conduite à suivre quand ils sont confrontés à un patient dont ils suspectent qu'il a un TDAH, mais aussi d'aider les patients et les proches ou les personnes ressources à s'informer autour du trouble. Si originellement les guidelines ont été pensées uniquement par des professionnels de la santé mentale, psychiatres, neuropédiatres, de plus en plus de recommandations prennent en considération l'avis d'autres personnes impliquées dans la prise en charge des patients TDAH. Par exemple, les CADRA, ils ont été écrits par des pédiatres, psychiatres, psychologues, mais aussi des médecins de premier recours, des pharmaciens, des infirmiers et des éducateurs. La plupart sont attentifs aux conflits d'intérêts, surtout avec les boîtes pharmaceutiques, mais dans l'ensemble, ces recommandations se ressemblent plus qu'elles ne divergent. L'idée principale, c'est de mieux faire connaître aux professionnels de la santé mentale, aux patients, mais aussi à leurs proches, ce qu'est le TDAH. Vous l'aurez donc compris, ces guidelines sont des lignes de conduite à tenir face à une personne qui a un TDAH. Mais bon, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, la plupart débutent par des généralités autour du trouble, en tout cas ce qui devrait être connu par la plupart des spécialistes. Prévalence, hérédité, donc fréquence en population générale, les autres facteurs de risque environnementaux, comment le trouble évolue au cours du temps chez une personne. Ensuite, la plupart vont être attentifs au diagnostic. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic chez ces patients? Alors, la plupart sont d'accord sur le fait que le diagnostic devrait être fait par un spécialiste formé au TDAH en prenant en considération les informations de l'entourage. Alors que ce soit les parents, d'autres intervenants autour de la personne qui a le TDAH. Les CADRA insistent aussi sur le fait que dans le contexte d'un TDAH non compliqué, assez simple, le diagnostic puisse être fait par un médecin de premier recours, pour autant qu'il suive les recommandations de ces guidelines. Il est également important d'investiguer l'impact du trouble dans les sphères de la vie de la personne, comme c'est décrit dans le module 1, vous avez pu voir ça précédemment. Ensuite, il y a toujours un point sur les modalités de la pose de diagnostic. Donc, utiliser des critères, généralement du DSM-5, quels sont les outils de référence à utiliser, questionnaire, auto-évaluation, etc. Une fois que ceci a été fait, on part sur le plan de traitement en fonction de l'âge et qui généralement implique le patient, mais aussi d'autres intervenants, donc l'école, les universités, d'autres acteurs de la santé, les membres de la famille ou d'autres proches. Alors, est-ce que c'est la même chose pour les enfants, les adolescents et les adultes? Alors en fait, non. La plupart de ces guidelines séparent, tant pour le diagnostic que la prise en charge, les enfants, les adolescents des adultes. Avec certaines spécificités, donc pour les enfants et les adolescents, ces guidelines insistent sur le fait que il est important au début de psychoéduquer les parents chez les enfants et les adolescents, donc de leur donner une information sur le trouble. Et ils insistent beaucoup chez les enfants et les adolescents sur les modifications environnementales ou les aménagements que vous verrez plus loin, avant l'introduction des médicaments. Alors que chez l'adulte, les traitements médicamenteux sont proposés plus rapidement. Pas mal de guidelines ont également quelques spécificités liées à l'âge, comme par exemple prendre le point de vue de l'enfant dans la pose de diagnostic. Ensuite, la plupart vont discuter des options de traitement. Donc, ça peut aller du conseil nutritionnel pour certains guidelines à diverses options médicamenteuses en passant par des approches psychothérapeutiques et non médicamenteuses. Par la suite, il y a pas mal de chapitres sur les traitements médicamenteux généralement. Donc, comment introduire le traitement, quand, à quel dosage, quelle durée, quel monitoring il faut faire avant, pendant le traitement. Il y a toujours un point sur les effets secondaires et généralement, la plupart insistent sur le fait qu'il faut toujours réévaluer la pertinence de poursuivre ou non le traitement médicamenteux. Quant aux approches non médicamenteuses, la plupart insistent sur le fait que la psychothérapie, essentiellement d'orientation cognitivo-comportementale, est la plus indiquée. Ensuite, il y a des spécificités en fonction des pays. Certains insistent sur les facteurs socio-économiques, d'autres sur les comorbidités, vous verrez ça plus loin. Et par exemple, les NICE Guidelines vont être attentifs qu'il faut diagnostiquer ou penser à un TDAH quand on a un enfant qui a un trouble oppositionnel défiant. Vous verrez également ce que c'est plus loin.
chez un adulte ou un adolescent ayant un trouble lié aux abus de substances, donc qui prend des drogues ou autres, et que le TDAH est souvent non diagnostiqué ou sous-diagnostiqué chez les filles et les femmes, et donc il faut y être attentif. Et puis, quelques guidelines également insistent sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas conseiller aux patients et à leurs proches quand on a un TDAH. En gros, moi, je vous encourage vraiment à lire ces guidelines, hein, même si vous n'êtes pas un professionnel de la santé, parce que vous allez y trouver énormément d'informations très utiles autour du trouble. Donc, les guidelines sont, en conclusion, des recommandations faites par des professionnels de la santé mentale, adressées à d'autres soignants, prenant en charge des personnes avec un TDAH, mais pas uniquement, ça s'adresse également aux patients eux-mêmes et à leurs proches. Dans les prochaines séquences, nous allons voir pourquoi, sur quoi et comment ces guidelines proposent d'intervenir dans le contexte du TDAH. Bonne suite.